Splendor! Ah bah ça va, c'est pas trop compliqué ça. Allons-y. Alors ce coup-ci, il n'y a pas de plateau, il y a juste des cartes, dont on mélange séparément les 3 paquets, et on en révèle 4 de chaque. On tire au hasard une tuile noble de plus que le nombre de joueurs, donc là admettons qu'on soit 4. On met les jetons à portée de tout le monde, bien en vue, on désigne un premier joueur, et c'est parti. À son tour, on peut soit prendre des pierres, soit réserver une carte, soit acheter une carte. Quand tu veux prendre des pierres, c'est soit 3 différentes, soit 2 mêmes, pour autant qu'il en reste au moins 4 dans le tas en question. Je parle bien des pierres, hein, ici. L'or, c'est spécial, on verra ça juste après. Dans tous les cas, tu peux jamais avoir plus de 10 jetons devant toi. Tu peux en prendre plus, mais à ce moment-là, tu vas devoir en défausser à la fin de ton tour pour redescendre à cette limite. Pour réserver une carte, alors soit t'en choisis une face visible, soit t'en prends une au hasard. Dans les deux cas, tu la mets face cachée devant toi, et il n'y a que toi qui pourras l'acheter. En plus de ça, ça te donne un jeton or. C'est la seule manière d'en obtenir. Et oui, j'y viens, c'est un joker. Ça te permet de remplacer n'importe quelle pierre dans un achat. Et ça compte dans ta limite de jetons devant toi. Ah oui, et on peut pas avoir plus de 3 cartes réservées devant soi en même temps, il faudra les acheter à un moment donné. Acheter des cartes justement, bah c'est simple, tu dois pouvoir payer à la banque le prix indiqué en bas à droite. Acheter des cartes donne 3 avantages. Premièrement, une réduction sur tous les achats futurs d'une pierre de la couleur indiquée en haut à droite. Deuxièmement, des points de victoire indiqués en haut à gauche. Bon, des fois c'est 0. Et troisièmement, elles attirent les nobles. Par exemple, Henri VIII ici demande 4 cartes noires et 4 cartes rouges. Au moment où un joueur remplit la condition, il prend automatiquement le noble en question. En gros, c'est 3 points bonus qui prennent même pas une action. Si par hasard, la carte que tu prends remplit la condition de 2 nobles en même temps, t'en prends qu'un. Tu laisses un tour aux autres joueurs de te piquer le deuxième avant de pouvoir le prendre. À la fin du tour d'un joueur, on remplace les cartes qu'il a prises pour qu'il y en ait toujours 4 de chaque à disposition des suivants. La fin du jeu se déclenche dès que quelqu'un totalise 15 points sur ses cartes et ses nobles. À ce moment-là, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois. Oui, ça implique de se souvenir de qui a commencé, mais c'est pas la mer à boire. Donc à la fin de ça, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne, tout simplement. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a acheté le moins de cartes. Bah voilà, c'est pas si compliqué que ça, hein. Soit 3 pierres différentes, soit 2 mêmes, soit réserver une carte pour prendre en or, soit acheter une carte, on va ajouter à 15 points, même pas besoin de résumer. Les pierres. Alors, diamant, émeraude, onyx, rubis et saphir. Plus l'or. Voilà, attends, je suis pas spécialiste moi, mais bon, si tu veux, j'ai Wikipédia sur mon Intel, on peut regarder. Alors, le diamant, c'est un allotrope naturel du carbone, les deux autres étant le graphène et la l'once d'aléite, qu'on trouve que dans les météorites, donc on s'en fout. Un allotrope, c'est une des formes cristallines que peut prendre un composé. Par forme, j'entends l'arrangement spatial des atomes. Par exemple, dans le diamant, justement, chaque atome de carbone est lié à 4 autres atomes de carbone, ce qui fournit une structure en 3 dimensions. Alors que dans le graphène, chaque atome de carbone est lié qu'à 3 autres atomes de carbone, avec plein de doubles liaisons pour compenser, ce qui donne une structure en fait en 2 dimensions. Ben non, c'est pas du tout pareil. Déjà le diamant ça ressemble à ça, alors que le graphène ça ressemble à ça. Et dans leurs propriétés ça n'a rien à voir non plus, hein. Le diamant c'est très solide et c'est un isolant électrique, alors que le graphène c'est l'inverse, c'est très fragile et c'est un conducteur. L'émeraude est une variété de béryl. Le béryl est une espèce minérale du groupe des silicates, avec de l'aluminium et du beryllium comme son nom l'indique. Alors le béryl normalement c'est transparent, mais avec des impuretés de chrome, de vanadium et de fer, ça peut devenir vert, ce qu'on appelle du coup une émeraude. Du béryl sale, oui, on peut voir ça comme ça. L'onyx est une variété d'agate. L'agate est une variété de chalcédoine. La chalcédoine est un entrelac de 2 formes allotropiques de la silice, à savoir le quartz et la moganite. Donc en gros, l'onyx c'est pas un cristal, c'est un mélange de plein de petits cristaux, eux-mêmes formés tous chimiquement des mêmes atomes, mais arrangés différemment. Le rubis c'est du corindon. Et le saphir aussi en fait. Ah non, ce qui change cette fois-ci c'est pas l'allotropie, c'est juste la couleur en fait. Si c'est rouge c'est du rubis, si c'est n'importe quoi d'autre c'est du saphir. Ouais mais non, imagine à l'époque, c'était pas complètement débile de se dire nouvelle couleur, nouvelle pierre. Hein, c'est que depuis les analyses de chimie moderne qu'on peut se rendre compte qu'en fait c'est la même chose et que c'est juste des impuretés qui changent. Et finalement l'or, c'est un élément de numéro atomique 79 et il y a plein de propriétés, mais bon là j'ai pas envie de t'expliquer tout ça. T'as qu'à les regarder, hein. Franchement si ça t'intéresse, c'est très intéressant, mais pour l'instant moi j'ai plus envie de jouer.